Je n'étais même pas remise de ma césarienne d'urgence quand mon mari a jeté les papiers du divorce sur mon lit d'hôpital. Il m'a regardée et a dit, « Toi et ce bébé prématuré, vous n'êtes qu'un fardeau. » Puis il s'est envolé pour Singapour avec sa maîtresse. 9 ans plus tard, il s'est présenté à mon bureau pour exiger de rencontrer son fils. Mais quand il a compris qui était vraiment mon fils, et ce qu'il possédait, le sang s'est retiré de son visage et il s'est effondré à genoux. Je m'appelle Inès, j'ai 34 ans. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. J'avais 25 ans, dans une chambre de la clinique Sainte-Anne à Lille, tandis que mon fils Nathan, né 6 semaines trop tôt, luttait pour respirer en couveuse. Marc, mon mari depuis 3 ans, est entré en costume impeccable, mallette à la main, consultant sa montre avec impatience. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a jeté une enveloppe sur mes jambes. Vanessa et moi partons ce soir pour Singapour. J'ai un contrat de consultant très lucratif là-bas. Signe vite, je n'ai pas envie de traîner cette histoire devant un juge. Il avait vidé notre compte joint, 48 000 € envolés vers un compte offshore. Ma sœur Camille et son mari Karim, avocat associé dans un grand cabinet parisien, sont arrivés à l'hôpital 1 heure après. Karim, calme et méthodique, a immédiatement compris que Marc venait de commettre une fraude caractérisée en transférant des fonds communs vers l'étranger juste avant le dépôt du divorce. Il vient de franchir la ligne rouge, m'a-t-il dit. Aux Émirats comme à Singapour, un dossier de fraude en cours suffit à bloquer un visa de travail. Je n'ai pas voulu porter plainte. J'ai demandé une seule chose, qu'il renonce à tout droit parental, définitivement, en échange de mon silence sur le détournement. Karim a rédigé le document en 2 heures. À 18h12, Marc a signé, terrifié à l'idée de rater son vol et de perdre son visa. Garde le fardeau, a-t-il écrit dans un dernier message. Ne me recontactez jamais. J'ai quitté l'hôpital sans appartement décent, sans économie, avec 112 000 € de dette médicale. J'ai emménagé dans un studio minuscule, travaillé 4h30 du matin à l'hôpital pour voir Nathan en néonatologie, puis 8 heures dans une entreprise de logistique médicale où j'étais simple analyste. J'ai repéré, dans l'ombre, toutes les failles du système de distribution, trajets redondants, stocks mal répartis, ruptures critiques dans certains hôpitaux pendant que d'autres gaspillaient. J'ai construit, seul, la nuit, un algorithme prédictif de gestion des stocks médicaux. Un jour de tempête de neige, alors que toute la chaîne d'approvisionnement régionale était paralysée, j'ai marché droit dans le bureau du PDG et j'ai sauvé une livraison critique de respirateurs pour un service pédiatrique. On m'a proposé une prime. J'ai refusé et exigé un poste de direction. 2 ans plus tard, j'ai fondé ma propre entreprise, Origine Logistique Médicale, aujourd'hui valorisée à 68 millions d'euros, présente dans 12 régions françaises. Pour protéger Nathan de tout, y compris d'un retour éventuel de son père, Karim a structuré une fiducie complexe, la société LK Holdings, dont Karim est l'unique exécuteur légal, et dont Nathan, mon fils de 9 ans, prodige des mathématiques passionné d'ingénierie, est l'unique bénéficiaire. Sur le papier, je ne possède presque rien personnellement. Tout appartient à cette structure invisible. 9 ans après cet abandon, Marc a débarqué dans le hall de mon entreprise, exigeant de voir son fils. Il avait tout perdu à Singapour, sa maîtresse l'avait ruiné, il avait été expulsé pour dette fiscale, endetté de 250 000 €. Il pensait pouvoir extorquer une pension mensuelle de 30 000 €, menaçant de traumatiser Nathan devant son école si je refusais. J'ai laissé faire, patiemment. J'ai laissé Karim racheter discrètement, via une filiale de la fiducie, l'intégralité des dettes toxiques de Marc auprès des organismes de recouvrement, à prix cassé. Nous étions devenus, sans qu'il le sache, ses seuls créanciers légitimes. Marc a tenté d'approcher Nathan à la sortie de son école privée avec un avocat véreux et un caméraman, espérant une scène de réconciliation filmée. Nathan, sans un tremblement, lui a expliqué calmement qu'il avait consulté les documents légaux de sa fiducie, son père avait renoncé à ses droits parentaux 106 mois plus tôt. Vous n'existez pas dans ma structure familiale. Face à la médiation qu'il a exigée, croyant tenir toutes les cartes, Marc a réclamé une maison à 800 000 €, une voiture de luxe, 40 000 € mensuels. Karim a alors posé sur la table le document scellant définitivement sa renonciation parentale,
puis révélé que la société LK Holdings, propriétaire de toutes ses dettes rachetées, appartenait entièrement à Nathan. Vous ne réclamez pas un fils. Vous devez de l'argent à un enfant de 9 ans. Marc s'est effondré, suppliant, à genoux dans le hall de mon immeuble, devant mes employés. Mon fils était sous respirateur pendant que vous étiez à Singapour, lui ai-je répondu, glacial. Vous vous êtes effacé vous-même il y a 9 ans. Les mathématiques de vos choix se sont simplement équilibrées. Il a été escorté dehors par la sécurité, sans argent, sans voiture, sans recours. Ce soir-là, rentré chez moi, j'ai trouvé Nathan assis en tailleur, construisant un pont motorisé miniature avec Karim, mon vrai partenaire de toujours. J'ai compris que l'empire que j'avais bâti n'était pas fait d'argent, mais de cet instant précis, la paix, la sécurité, la certitude d'avoir gagné. Il vous appelle un fardeau, il vous laisse saigner en pensant que vous disparaîtrez dans les statistiques. Mais il sous-estime terriblement la force de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre.